Bonjour tout le monde, aujourd'hui Tam de Liberté reçoit Louis Faye qui est un ingénieur financier à Paris. Avec lui on va parler de marché, de banque, de finance, mais aussi d'Afrique. Alors restez connectés et regardez la vidéo. Sinon, allez également regarder sur le site internet www.tamtamdeliberté.com pour lire l'article qui est dédié à Louis et à son parcours. Merci. Généralement, lorsqu'on apprend l'histoire de nos pays, je prends le cas du Sénégal, et les parties sur lesquelles on va insister, ça va être l'histoire qui commence à l'esclavage et à la colonisation. Ouais. Donc déjà, on est sur les heures sombres de l'histoire africaine. Ouais. Et on a l'impression que l'histoire de l'Afrique commence à cette partie, cette partie de l'histoire, à ce moment de l'histoire, ouais. Alors que pas du tout. Bonjour tout le monde, aujourd'hui Tam de Liberté reçoit Louis Faye. Louis Faye qui vit à Paris, d'origine sénégalaise, qui va venir nous parler de son parcours et notamment de son métier d'ingénieur financier. On va parler d'Afrique aussi. Donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Tam de Liberté. Merci Ursule de m'avoir invité. C'est un honneur. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Donc accrochez-vous et allons-y. Donc, Louis, dis-nous, qui es-tu ? Je suis ingénieur financier, je vis à Paris, je suis né à Dakar et j'ai grandi à Dakar jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat. D'accord, ok. Je suis ensuite venu en France pour poursuivre mes études. D'accord. Je viens d'une famille de la classe moyenne sénégalaise, donc la bonne classe moyenne. Mon père, un bon père de famille, a fait son maximum pour qu'on ait les meilleures conditions pour nos études et notre éducation. Tout à fait. Notre maman a passé beaucoup de temps avec nous pour éduquer ses 3 garçons et sa fille. D'accord. 3 qui garçons avaient beaucoup d'énergie, donc c'était pas toujours simple. Et dans notre éducation, donc les points les plus importants, c'était l'école, avoir de bonnes notes à l'école. Très important. Très important. Comme beaucoup de parents africains d'ailleurs. Exactement. Ouais. Deuxième point, c'était l'éducation sur tout ce qui est valeurs humaines. Les valeurs humaines qu'on peut avoir soit à travers la tradition africaine, la manière africaine d'éduquer, donc en parlant, via les conseils, via les sermons aussi, donc voilà. Il y a de tout. Il y a un peu de tout. On apprend pas mal de ça. Et aussi une éducation qui est orientée sur des aspects culturels et la curiosité de l'esprit, donc sur les lectures et sur tout ce qui peut être lié à l'art africain de manière générale. Ok, donc quand tu étais jeune finalement, oui, maintenant aussi tu es quelqu'un de très curieux et très ouvert, qui lit beaucoup, oui, etc. Oui, je pense que ça c'est quelque chose qu'on a, en tout cas dans ma famille depuis qu'on est petit et maintenant j'essaie de le conserver. Voilà. Très bien, bon, on en parlera des lectures, très bien. Oui, avec plaisir. Et donc tu nous dis, tu pars de Dakar après ton bac. C'est ça. Tu arrives en France. Tu arrives où, à Paris, à Lyon? J'arrive à Marseille. À Marseille. J'arrive à Marseille, j'ai 18 ans. D'accord. Je ne connais presque personne. Heureusement, mes parents on avait une connaissance, donc un ami de la famille, chez qui j'ai été au tout début. Donc très utile en français qui m'a permis aussi de connaître un peu plus la culture française parce qu'on a quand même un écart très important entre la culture française et la culture africaine. Ouais. Donc, lorsqu'on vient d'arriver, qu'on est seul, ça s'apprend petit à petit. Et j'ai fait mes études à Marseille. J'ai fait 2 ans à Marseille. D'accord. Et après, je suis allé à Toulouse pour faire mon école d'ingénieur à l'INSA de Toulouse. D'accord. Où j'ai suivi un parcours d'ingénieur en maths et modélisation. Donc, c'était essentiellement des cours en probabilité, statistique et après les cours en finance pour la spécialisation en dernière année. D'accord, parce que la finance finalement c'est quelque chose que tu avais déjà identifié dès le départ pendant tes études? Non, pas spécialement. Pas spécialement en fait. Au début, ce qui m'intéressait c'était les matières scientifiques. J'avais fait un bac scientifique, un bac S1 au Sénégal pour ceux qui connaissent. Maintenant c'est plutôt l'équivalent des bacs ici, spé maths et physique. Donc après mes études supérieures, ce que je voulais faire, c'est continuer à travailler dans
dans un domaine scientifique. J'étais attiré par les mathématiques, donc j'ai eu des cours en maths, en informatique. Et arrivé en avant-dernière année d'école, on a eu des cours d'ouverture en finance, en biostatistique, en statistique pure pour des instituts de sondage. D'accord. Et ce qui m'avait attiré à l'époque, c'était plutôt l'option finance. D'accord. Et du coup, j'ai continué dans cette voie. Ouais. D'accord. Parce que c'est important finalement de souligner que même si au départ, tu n'avais pas une idée très fixe du métier que tu voulais faire, finalement, ça c'est un truc qui s'est fait au fil de l'eau. C'est ça, selon les affinités, les matières que j'étudiais à l'école. Ouais, très bien. Non, je le rappelle parce que maintenant, avec tout ce qui est réforme du bac, etc., les élèves ont beaucoup de pression de se dire est-ce que si je fais ce choix aujourd'hui, ça ne sera pas mauvais pour la suite, etc. Ouais. Donc c'est bien aussi que tu dises voilà, je suis ingénieur financier aujourd'hui, mais il y a 10 ans, bien sûr, même quand je suis rentré en école, je ne savais pas que j'allais être ingénieur financier. Voilà. Donc je pense que c'est important dans l'éducation d'avoir une dose, d'être assez ouvert en fait, et une bonne dose de culture générale qui puisse permettre après aux étudiants de pouvoir choisir des voies auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé au tout début. Au tout départ, quoi. Parfait. Donc on parle Dakar, Marseille, Lyon. Toulouse. Marseille, Toulouse. Et Paris. Paris pour le stage et pour le travail. Oui. Donc, diplômé. Diplômé. Premier travail. Premier travail, j'ai travaillé dans le conseil, dans le conseil en finance. Donc, comme on disait tout à l'heure, je suis quelqu'un qui est assez curieux, qui peut s'ennuyer vite des fois. Donc, le conseil, c'était très bien pour moi. Ça me permettait de toucher à plusieurs sujets, les faire en profondeur et puis après, travailler sur d'autres sujets. D'accord. Okay. Donc, j'ai pu travailler dans la banque, dans l'assurance vie, dans l'asset management, à travers mes différentes missions de conseil. D'accord. Et là, maintenant, depuis 2 ans, je travaille dans la banque. Donc, je ne suis plus consultant, mais je travaille plutôt dans la banque. Voilà. Ok, d'accord. Donc avant qu'on aille plus loin, oui. pour ne pas perdre des gens en route, oui. on va faire un focus du coup sur ton métier. Oui. Pour que tu nous expliques exactement ce que c'est en dessous des mots pompeux, ingénieur et financier. Donc dis-nous, terre à terre, ce que c'est ton métier. Alors, ingénieur financier, c'est vrai qu'on peut être ingénieur financier et faire plusieurs choses différentes. En ce qui me concerne, je travaille surtout en finance de marché, dans la banque d'investissement. Banque d'investissement, finance de marché, sur des problématiques réglementaires. On y reviendra peut-être plus tard, réglementaire, la réglementation prudentielle, et sur des sujets liés à des sujets de market data analysis. Donc on parle maintenant beaucoup de data science, data analysis, voilà. Oui, ce sont des choses que je fais dans mon métier. D'accord. Et donc au jour le jour, mon métier, il consiste à essayer de mettre en place des outils pour quantifier les risques que les banques prennent lorsqu'ils font certaines opérations. D'accord. Donc quantifier un risque, c'est de quantifier la probabilité d'occurrence d'un événement qui sera adverse pour la banque et d'essayer de dire voilà, si ça se passe mal, voilà ce que ça coûtera à la banque. D'accord. Quand tu parles de risque et tu dis d'événement, donne-nous un exemple par exemple. Qu'est-ce que serait un événement qui serait pas bien pour une banque, etc. Enfin, exactement quoi. Par exemple, quelque chose de terre à terre, c'est je suis une banque, je prête de l'argent à Louis ou à Ursule. D'accord. Suivant le profil de Louis ou de Ursule, on n'aura pas le même risque. D'accord. Prendre un cas plus extrême, je prête de l'argent à Bill Gates et à Louis. Oui. Le risque n'est pas pareil. C'est pas le même. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on essaye de capter dans nos travaux. D'accord. Et du coup, finalement, comment est-ce qu'on différencie Bill Gates et Louis? C'est sur quoi? C'est sur vos revenus, sur... Ça va être cela, ça va être le business de la banque, c'est d'essayer de ne pas perdre de l'argent quand même. Bien sûr. Donc ça va être sur la capacité à récupérer l'argent qui a été prêté. Donc dans ce cas-là, lorsqu'on a affaire à Bill Gates, on est sûr qu'il y a assez d'actifs, assez de choses pour pouvoir en tout cas récupérer l'argent qu'on a prêté. Donc voilà, ce sont ces éléments-là qui rentrent en compte. Le montant qu'on a prêté par rapport aux revenus et aux actifs que la personne à qui on a prêté de l'argent peut mettre en face. Et je suppose du coup quand vous prêtez de l'argent, quand on veut faire un prêt pour une maison, etc., il y a un taux d'intérêt, il y a quelque chose, enfin je veux dire... Ça, c'est cette histoire de taux d'intérêt, par exemple, comment est-ce que vous le calculez quoi? Oui, alors là, j'ai donné un exemple clair, qui paraît simple sur la partie
crédit. Moi, je travaille plus sur la partie marché, mais les réflexes sont un peu les mêmes. Hein. Quels sont les risques qu'on a? Un taux d'intérêt, faut le voir comme une sorte de rémunération qu'on attend. Lorsqu'on a un capital de 1000 et qu'on veut l'investir sur une activité quelconque, un business ou sur quelque chose, on souhaite être rémunéré et le taux d'intérêt peut être vu comme la rémunération de cet investissement. D'accord, ok. Donc il va varier, il va dépendre de plusieurs choses, il va dépendre du risque. Si une activité est très risquée, on va s'attendre à être rémunéré un peu plus, vu qu'on a pris un risque plus important. Plus important, bien sûr. C'est un marché qui bouge beaucoup, notamment sur tout ce qui est marché fixed income où je travaille. Donc toi, au jour le jour, tu fais... Donc moi, je travaille en fait, comme je disais tout à l'heure, dans la banque d'investissement, dans les activités de marché, sur le département des fixed income. D'accord. Donc les fixed income, essentiellement, sont mis en opposition avec les départements equity, actions pures, les actions qu'on achète et qu'on vend. D'accord. Moi, je travaille sur la partie plutôt produits de taux d'intérêt, donc le marché des dettes émises par les États et par les entreprises, et aussi le marché sur tout ce qui est taux de change. D'accord, taux de change. Donc tout à l'heure, on a vu ce que c'était un taux d'intérêt. Oui. Donc le taux de change, c'est par exemple, si je prends le cas du franc CFA, aujourd'hui on sait que pour avoir 1 euro, il faut mettre 655,55, je pense, voilà, 655 francs CFA. C'est ça. C'est ça le taux de change. Donc les devises bougent entre elles en fonction des santé économiques des zones où ces devises-là sont. Et donc le marché des taux de change bouge. En fonction, et il faut essayer de voir quels sont les risques qu'on peut avoir derrière ces fluctuations de taux de change. Ok, d'accord. Parce que quand on parle de tout ce qui est risque, de dette, etc., on a les grosses crises là en tête, celle de 98, etc. Est-ce que c'était vous qui avez mis le marché en... Non. Non, c'est vrai que, donc ça a fait un bon lien avec la partie réglementaire sur laquelle je travaille, la réglementation prudentielle. Donc, la réglementation prudentielle, c'est l'ensemble des règles qui servent à encadrer les activités des banques pour qu'elles ne fassent pas faillite. D'accord. C'est l'objectif. Okay, d'accord. Parce que finalement, c'est un secteur qui est très réglementé, qui doit être très suivi. Enfin, je sais pas s'il y a des lois ou il y a des systèmes de réglementation justement pour pas que les banquiers fassent n'importe quoi ou que les banques fassent n'importe quoi. C'est vrai, c'est le cas maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a il y a eu beaucoup d'événements, de crises, d'événements qui se sont passés. J'aime bien comment tu dis ça, événements, c'est pour rendre un peu le truc douce. Non, mais ce sont des crises, hein, n'ayons pas peur des mots, hein, c'était des vraies crises. En gros, pour faire rapidement l'historique de la réglementation prudentielle dans laquelle on est aujourd'hui, sur la réglementation prudentielle de Bâle, l'objectif, ça a été d'encadrer les activités des banques parce qu'on s'est rendu compte que les banques étaient de plus en plus connectées entre elles. Donc le comité de Bâle, qui est le comité qui généralement est à l'origine des réglementations, a été créé en 1974 suite à la faillite d'une banque allemande à l'époque, donc c'est une banque Erstadt, qui avait accumulé énormément de positions de devises à un moment où les devises étaient fixes. Et lorsque les devises ont commencé à être flottantes, cette banque-là n'a pas pu gérer cette variabilité-là et elle a fait faillite. Dans sa faillite, elle a embarqué des banques qui étaient aux États-Unis. Donc là, il y a eu une prise de conscience pour se dire, attention, les économies sont très interconnectées, il faut qu'on puisse suivre ça non plus à l'échelle nationale, mais de manière internationale. Donc le comité de Bâle a été créé suite à cela en 1974. Depuis, elle se réunit 4 fois par an. Et depuis qu'elle a été créée, il y a eu plusieurs réglementations successives. Il y a eu Bâle 1, qui a été créé fin des années 80, vers 88. Bâle 1 avait été créé parce que l'État du Mexique avait eu un incident de défaut. Ce qui avait posé beaucoup de problèmes aux banques qui avaient des actifs. Donc on s'est rendu compte que les banques n'étaient pas suffisamment capitalisées. Bâle 1 a été mis en place pour justement quantifier les risques que les banques ont lorsqu'ils font du crédit. Donc Bâle 1, Bâle 2... Non, Bâle 1, ça vient de là, c'est pas que, il y a eu plusieurs événements qui ont emmené les taux à augmenter, l'État du Mexique à avoir des difficultés. Il y a eu Bâle 2 après. Bâle 2 aussi, pareil, on s'est rendu compte que ce qui avait été fait pour Bâle 1 n'était pas suffisant. Le risque de crédit n'était pas le seul risque que les banques devaient gérer. Il y avait du risque de marché, du risque opérationnel. Donc Bâle 2 a permis de reprendre ces risques-là et aussi de changer la manière dont les banques font la gouvernance de leurs risques. Et donc, Bâle 2 a permis de reprendre ces risques-là et aussi de changer la manière dont les banques font la gouvernance de leurs risques. Donc, Bâle 2 a permis de reprendre ces risques-là et aussi de changer la manière dont les banques font la gouvernance de leurs risques.
BAL 2 n'était pas suffisant. Il y a eu la crise de 2007. On s'est rendu compte qu'il y a encore des choses qu'il fallait faire. Donc BAL 3, BAL 2.5 et BAL 3 sont venus juste après pour encore augmenter les fonds propres que les banques avaient et gérer des risques que les banques ne géraient pas. D'accord. Et là, en fait, on est un peu dans la continuité. Et l'objectif, c'est de voir qu'est-ce qu'on ne gère pas comme risque et comment est-ce qu'on peut les prendre en compte dans la réglementation prudentielle. D'accord. Et aujourd'hui, on est à BAL combien du coup? Alors là, on est à BAL 3 révisé, disons. BAL 3 révisé, voilà. Très bien. Espérons ne pas avoir de BAL 4 alors. Espérons. Ok, très bien. Très bien, donc oui, j'aimerais bien que tu nous expliques alors finalement, on a compris que c'était un peu compliqué, BAL 1, BAL 2, BAL 3, BAL 3 révisé maintenant. Ouais. Quel est le contexte dans lequel vous travaillez aujourd'hui alors? Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte qui est assez compliqué pour les banques en finance de marché parce qu'il y a les taux bas et la pression réglementaire qui sont très présents. Les taux bas, le problème que ça cause essentiellement aux banques, c'est que généralement les banques se rémunèrent sur le différentiel de taux entre le fait qu'ils vont emprunter de l'argent à court terme à un taux qui est faible et prêter cet argent-là, disons, à long terme sur un taux qui est plus important. Donc, c'est la marge nette que les banques ont lorsqu'ils font des activités de crédit. Avec la baisse des taux d'intérêt, on se retrouve dans un cas où les taux sont tellement bas que les taux long terme, maintenant, ne sont quasiment, sont à peine plus importants que les taux court terme. Donc, cela a fortement réduit la marge des banques. Donc, en termes de revenus, c'est quelque chose qui se sent auprès des banques. D'accord. Oui, donc le fait que cette marge se soit forcément réduite, ben, ça a un impact sur les revenus des banques. Un autre sujet, donc on a parlé des taux bas, mais il y a aussi la pression réglementaire. Comme on l'a vu, la réglementation prudentielle a fortement augmenté les fonds propres que les banques doivent mobiliser pour faire du business. Et cela a un impact parce qu'en fait, les fonds propres, il faut les rémunérer. Et lorsqu'on mobilise de plus en plus de fonds propres et que de notre côté, les revenus baissent, comme on l'a vu tout à l'heure, ça veut dire que notre rendement sur les fonds propres baisse par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques années. Et c'est un peu le défi que les banques ont aujourd'hui. Comment changer le business model pour pouvoir générer plus de revenus, ce qui était fait avant. Et aussi comment optimiser en fait leur activité pour que ça ne coûte pas trop cher. Et là, c'est un problème que les banques européennes ont, même toutes les banques l'ont, même si on n'est pas logé à la même enseigne que les banques américaines. Qui ont un business model qui est très différent du business model des banques européennes. Ils sont sur un marché américain qui est différent du marché européen. Et aussi, ils n'ont pas les mêmes contraintes réglementaires que les banques européennes. Parce qu'ils sont plus laxistes aux États-Unis? Ils sont un peu plus laxistes, oui. Alors, je pense que ce n'est pas le bon mot de dire qu'ils sont plus laxistes. Disons que la Fed, qui est la banque centrale européenne, américaine, l'équivalent de la banque centrale européenne, la BCE, peut être très dure lorsqu'il s'agit de respecter les règles. Donc, ce n'est pas qu'elles sont laxistes. Mais disons que sur le domaine de la réglementation prudentielle, il y a pas mal de règles que les banques européennes doivent appliquer, en tout cas certaines règles que les banques européennes appliquent et que les banques américaines n'appliquent pas de la même manière. Donc ça, c'est un fait. Un autre fait, c'est que les banques européennes et les banques américaines, la structure du marché est différente. Par exemple, si on prend le cas des banques européennes, lorsqu'on prend une banque française, dans son bilan, on retrouvera beaucoup de prêts aux particuliers, beaucoup de prêts aux entreprises. Et le fait d'avoir ces prêts-là veut dire qu'on a certaines règles qu'il faut respecter. Lorsqu'on prend une banque américaine, le financement des entreprises ne se fait pas de la même manière. Les entreprises vont se financer beaucoup sur le marché. Donc, on ne va pas retrouver ces prêts dans les bilans des banques américaines. Donc, c'est-à-dire que leur bilan est quelque part plus léger. Donc, s'il y a des contraintes très fortes sur les prêts, les banques européennes vont le sentir de manière plus forte que les banques américaines. D'accord, ok. Très bien. Voilà, j'espère que c'est pas trop... Non, pas du tout. J'essaie de simplifier au maximum. Donc voilà, le but c'est vrai que la finance de marché n'est pas forcément connue du grand public, donc c'est un monde qui est des fois très complexe. C'est aussi l'occasion pour nous de se dire, d'expliquer un peu plus simplement à ceux qui nous écoutent. Donc, c'est très bien, c'est très bien. Maintenant, on va redescendre à un niveau un peu plus bas. Voilà. Donc finalement, tout ce que tu nous dis, au jour le jour, ça se passe comment? Ta journée de type, quand tu arrives le matin au travail, il est 8h30. Voilà. Ok, 9h, disons. Il est 9h. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Les marchés ouvrent à 9h. Voilà. Ah d'accord, ok. Vous calez sur l'ouverture des marchés. Après, oui. D'accord. Enfin,
On n'est pas opérateur de marché, donc on n'est pas là à l'ouverture des marchés, mais disons que globalement, à 9 h, dans les salles de marché, les activités commencent vraiment. Okay. Une journée type, il n'y a pas de journée type en fait. Il y a certains jours où j'arrive, j'ai des tâches à faire, donc je dois travailler sur mes tâches tout seul. Donc je travaille sur mes écrans, sur mes programmes, sur... T'as combien d'écrans du coup? Moi j'ai 4 écrans. Ouais, parce que c'est très... Oui, en salle de marché, il y a beaucoup d'écrans, donc il y a des opérateurs qui ont 12 écrans, donc c'est assez impressionnant. Donc voilà, il y a des jours où le travail va être va nécessiter de se concentrer, d'être un peu seul dans sa bulle. Okay. D'autres jours, je vais être embarqué dans plusieurs réunions où je vais avoir beaucoup d'interactions avec d'autres directions, d'autres départements. Des fois, ça va être travailler plus en équipe avec des collègues. Donc voilà, il n'y a pas de journée type. Ça dépend vraiment. On travaille beaucoup. Il y a un fond projet, même s'il y a des tâches qui sont faites de manière, disons, opérationnelle. On est sur un mode, on travaille beaucoup sur des projets où, suivant l'avancement du projet, en fait, notre journée va changer. D'accord, ok. Et est-ce que c'est comme dans les films célèbres qu'on connaît, Le Loup de Wall Street ou Margin Call, est-ce que c'est comme à la télé, ton métier? Alors, non, c'est pas comme à la télé. En tout cas, à Paris, je n'ai pas vu ça. Peut-être que d'autres l'ont vu. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, de manière générale, on n'est plus du tout dans le même état d'esprit qu'on était au début des années 2000. D'accord. La crise, plusieurs crises sont passées par là, la réglementation est passée par là, donc comment dire, ce cliché du golden boy arrogant qui peut faire un peu ce qu'il veut, c'est plus vraiment ce qu'on a aujourd'hui en finance. D'accord. On a des gens qui sont plutôt normaux, qui sont disons normaux en fait. C'est une ambiance plus saine, on va dire. Ok, très bien, parfait. Et finalement, dans le futur, ton métier, ça donne quoi? Dans le futur, d'ici 10-15 ans, est-ce que c'est quelque chose qui sera toujours en place, je suppose? Et je sais pas, comment est-ce que tu vois ton métier plus tard? Alors, les métiers évoluent beaucoup. En finance de marché, moi, je suis dans une équipe d'analyse quantitative, donc justement, les gens qui travaillent sur la modélisation des risques et des produits financiers. D'accord. Le métier change beaucoup, c'est-à-dire qu'avant, c'est un métier où on avait besoin de gens qui étaient très pointus sur une classe d'actifs et qui mettaient en place des modèles. De plus en plus, on est sur des métiers qui vont s'ouvrir à des gens qui ont peut-être moins de compétences très pointues en mathématiques, mais qui vont avoir un background réglementaire qui va être important. Okay. On va être sur un métier qui évolue aussi parce que on a tout ce qui est analyse de données qui prend de plus en plus de poids aujourd'hui en finance de marché. C'était moins le cas il y a quelques années. Lorsqu'on parle de machine learning, d'intelligence artificielle, ce sont des choses qui sont de plus en plus prises en compte aujourd'hui dans les banques. Et en gros, on demande aux gens d'être un peu plus polyvalents. Donc sur les accès à la fois modélisation, qui était le cœur de métier, mais aussi maintenant culture générale réglementaire, culture générale en finance, rédaction de documentation pour pouvoir permettre aux superviseurs qui maintenant visitent de plus en plus les banques de savoir précisément comment les choses fonctionnent. Ça, ce sont des changements qui n'étaient pas forcément présents il y a quelques années. D'accord, donc on tend plus vers dans cette voie-là, quoi. Enfin, dans ces évolutions-là. Voilà. Très bien. Et en Afrique, alors, ça donne quoi? Est-ce que ça existe des analystes, des ingénieurs financiers sur le marché africain? Alors, dans ma précédente boîte de conseil, j'avais travaillé dans une mission auprès d'une banque africaine parce qu'en fait, l'Afrique, ils sont passés à BAL 2 et BAL 3 en début 2018. Donc en Afrique, on était encore à BAL 1. Ah, ok. Et c'est en 2018 que la BCAO, en tout cas, est passée d'un coup à BAL 2 et à BAL 3. Donc voilà, c'est quand même un changement qui est assez important. Donc disons que les banques africaines appliquent aujourd'hui la réglementation qu'on a en Europe, même si je pense que les bilans et les structures des banques sont différentes. Donc ça veut dire que les métiers qu'on fait ici, on pourra de plus en plus les faire en Afrique. D'accord. La finance de marché n'est pas encore très présente dans tous les pays, mais elle l'est. Donc je pense que le métier que je fais, on le retrouve certainement dans beaucoup de pays en Afrique. D'accord, okay. De plus en plus en tout cas. Très bien, ça marche.
Maintenant, on va maintenant parler de la meilleure partie, l'Afrique. Nous allons parler de l'Afrique, de ton rapport avec l'Afrique, avec ce beau continent. Oui. Donc, tu vas nous expliquer un peu, je sais pas, ton cheminement, parce que finalement, tu vis en France, mais t'es né et t'as grandi au Sénégal, à Dakar. Oui. Donc voilà, t'as cette double culture-là un peu, donc j'aimerais bien qu'on navigue sur le côté africain. Bien sûr. Ouais, voilà. Alors, mon rapport à l'Afrique, je suis africain comme vous dites, je suis africain et puis j'ai grandi au Sénégal. Je suis venu en France lorsque j'avais 18 ans. Donc j'ai un rapport à l'Afrique qui est évident. Mon rapport a beaucoup évolué parce que ce qui était intéressant en fait en venant en France, ça a été le fait de pouvoir voir l'Afrique de l'extérieur et avoir une autre perspective. Donc voilà, c'est quelque chose que j'essaye, même si je ne vis plus en Afrique, je suis de très près l'actualité africaine et puis c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. D'accord, ok. Mais quand tu dis que ton rapport a évolué, au départ, est-ce que tu pourrais nous situer un peu tes différents états dans ton évolution? Alors l'évolution, c'est que je me suis rendu compte que l'Afrique était très mal connue en dehors de l'Afrique. D'accord. Donc lorsque je suis venu en France, on entend les gens parler de l'Afrique de manière générale. Et cette Afrique-là était différente de l'Afrique dans laquelle j'ai grandi. L'Afrique aussi est très méconnue d'un point de vue culturel et historique. Même nous, les Africains, on n'est pas parfait sur cette partie-là. Et là où il y a eu une évolution, c'est que j'ai eu envie, du coup, d'en savoir un peu plus, de connaître un peu plus l'histoire africaine, la culture africaine, même si je la vivais. C'est encore intéressant de voir, de voir tout ça sous un autre angle. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que mon rapport à l'Afrique a évolué. J'ai eu, lorsque je suis venu en France, une soif de connaître un peu plus l'histoire africaine. Donc, je me suis mis à lire des livres, des historiens, des penseurs, pour savoir un peu... Est-ce que tu as quelques exemples pour nous, alors, pour des exemples de lecture ou de... Alors, je pense qu'il y a plusieurs exemples. Moi, un des livres qui m'a marqué, c'est un livre qui est connu, c'est Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop, qui est assez connu. Donc, Cheikh Anta Diop, c'est un Sénégalais qui a écrit beaucoup de livres sur l'Afrique. Alors, aujourd'hui, malheureusement, il y a certaines personnes qui se réclament de Cheikh Anta Diop et qui sont des fois, disons, et qui ont très mauvaise presse, et qui se réclament de Cheikh Anta Diop. Donc cela peut faire que des fois ici en France, on peut associer Cheikh Anta Diop à des éléments un peu négatifs, alors que pas du tout. Cheikh Anta Diop, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien, je pense, aux Africains, dans la mesure où il a su replacer l'histoire de l'Afrique dans l'histoire du monde, en donnant une place à l'Afrique, en disant non, l'Afrique, ce n'est pas un continent qui n'a pas d'histoire, comme ça a pu être dit par certaines personnes. Mais c'est un continent qui a fortement contribué à l'histoire. Et pour ça, il faut vraiment le rendre grâce et reprendre ses travaux. Et puis, Cheikh Anta Diop, c'était un scientifique. Donc, tout ce qu'il a dit et qui aujourd'hui peut être contestable, que ça le soit dans le domaine de la science, je pense qu'il serait lui-même ravi qu'on puisse challenger ses écrits dans le domaine de la science. Mais voilà, mais il a fortement contribué, je pense, à redonner aux Africains une certaine fierté de leur histoire. Donc, je pense que c'est un livre que tous les Africains qui s'intéressent à l'histoire de l'Afrique devraient lire. Il y a aussi d'autres livres. Il y a eu des travaux qui ont été faits, notamment par l'UNESCO, qui ont écrit plusieurs tomes. Donc, c'est des livres qui sont un peu costauds, mais qui se lisent petit à petit et qui permettent d'en savoir plus. C'est l'histoire générale de l'Afrique. Voilà, donc ils ont des livres documentaires, mais qui permettent aussi de savoir un peu comment on a essayé de reconstruire l'histoire de l'Afrique, comment en partant des traditions orales, parce qu'il y a beaucoup de traditions orales en Afrique, comment en recoupant ces différentes sources de traditions orales avec des écrits des fois qui ont été faits par d'autres personnes, en fait, l'histoire de l'Afrique a pu être reconstituée petit à petit. Voilà, donc ce sont ces livres-là qui m'ont beaucoup appris sur l'histoire africaine et après qui donnent aussi des pistes pour pouvoir l'ouvrir et lire d'autres auteurs. Ah oui. Non mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que finalement, il y a énormément d'historiens, de penseurs, de politiques à l'époque. Enfin, c'est pas un continent vide, quoi. Il y a eu des ressortissants qui ont fait des choses exceptionnelles et c'est dommage que même nous, Africains, parfois, qu'on ne sache pas, quoi, qu'on ne parvienne pas à situer notre histoire, qu'on ne la connaisse pas, et c'est bien dommage. Donc c'est important de lire pour comprendre, pour essayer de voir un peu chronologiquement comment est-ce que les choses se font, parce que finalement,
quand t'as pas ton histoire, tu sais pas ton histoire, c'est dommage. Non, bien sûr. Tu sais pas où tu vas, quoi. Et ce qui est dommage, c'est que généralement, lorsqu'on apprend l'histoire de nos pays, je prends le cas du Sénégal, et les parties sur lesquelles on va insister, ça va être l'histoire qui commence à l'esclavage et à la colonisation. Ouais. Donc déjà, on est sur les heures sombres de l'histoire africaine. Ouais. Et on a l'impression que l'histoire de l'Afrique commence à cette partie, cette partie de l'histoire, à ce moment de l'histoire. Ouais. Alors que pas du tout, il y a plein d'autres choses. Et il est très important, je pense, que de manière générale, les Africains, comme vous le disiez, connaissent leur histoire parce que généralement dans le monde, les différents peuples connaissent bien leur histoire. Tout à fait. Et c'est une condition qui permet de pouvoir s'émanciper, je pense. Aussi bien connaître son histoire, connaître sa culture, très important aussi. Important. Par exemple, pour donner des exemples, l'autre jour, en fait, pas l'autre jour, il y a quelques années, j'ai discuté avec un ancien collègue qui me disait que lui, en fait, ce qui l'intéresse lorsqu'il voyage, c'est de pouvoir visiter des musées. D'accord. Et qu'en Afrique, il n'y a pas de musée. Donc voilà, que ça le dérangeait un peu. Et du coup, en fait, quelque part, des fois, en discutant un peu, ce qui sous-tend le sous-texte, c'est de dire en fait qu'il n'y a pas de culture en Afrique, qu'il n'y a pas eu assez de culture. Il n'y en a tellement pas assez qu'on ne peut même pas le valoriser dans des musées. Et en fait, c'est totalement faux parce qu'il y a d'ailleurs beaucoup de travaux qui sont faits en ce moment pour rendre aux Africains leurs œuvres d'art qu'ils pourraient donc mettre dans des musées ou ailleurs, parce que le musée n'est pas le seul endroit où on peut déposer des œuvres d'art. Et je lui avais répondu qu'effectivement, si on veut aller dans un musée et voir des œuvres africaines, il faut aller au Quai Branly. Au Quai Branly, on a 80 000 œuvres d'art qui viennent d'Afrique, à peu près. On est dans ces ordres de grandeur-là. Et lorsqu'on va dans les plus gros musées du continent, on est autour de 5 000 œuvres d'art. Il y a une raison. La raison, c'est que tous les œuvres d'art qui sont hors d'Afrique ont été généralement pillées à l'extérieur du continent, sont à l'extérieur du continent, donc aussi bien en France, aux États-Unis, en Angleterre. Et maintenant, il y a un nouveau courant qui est justement en train de se battre qui est en train de pousser pour que ces œuvres d'art-là, qui ont été prises d'Afrique, retournent en Afrique. Il y a notamment le Bénin qui avait fait une demande pour qu'on lui rende certaines œuvres d'art. Oui. Et le président Macron, lorsqu'il avait été au Burkina, il avait dit qu'il était prêt à ouvrir des débats. Et il y a des travaux qui ont été initiés par Félix Sarr et aussi par Madame Savoie, qui ont inventorié l'ensemble des œuvres d'art africains qui sont en dehors de l'Afrique pour commencer à réfléchir à un processus de retour de ces œuvres d'art-là. Et tout ça sont des éléments qui sont très importants parce que lorsque un Béninois entend parler de l'Empire du Dahomey, par exemple, mais en fait, il y a beaucoup d'éléments qui pourraient lui prouver que cet empire-là a existé, était un grand empire, mais qu'il ne voit pas forcément au Bénin. En fait, pour qu'il le voie, il faut qu'il vienne à Paris. Et le fait de rendre ces œuvres d'art-là va pouvoir permettre plus facilement à la jeunesse africaine de pouvoir voir qu'effectivement, il y a une culture, il y a beaucoup de choses historiques qui ont été faites par les ancêtres africains et qui sont valorisants. Et qui pourraient tuer ce mythe de l'Afrique n'a pas d'histoire. L'Afrique n'a pas d'histoire, très important. L'Afrique a une histoire. Bien sûr. Monsieur, l'Afrique a une histoire. Et donc là, vous parlez, donc finalement, il y a un certain mouvement en Afrique quand même. Il y a des choses qui se font, la jeunesse est en marche, elle est de plus en plus consciente. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses toi de ce mouvement-là qui est en marche sur le continent? Alors l'Afrique, c'est effectivement, comme on le disait, il a une histoire. L'Afrique, c'est un très vieux continent. On parle de l'Europe comme étant le vieux continent, mais l'Afrique est encore plus vieille. Hein. Donc, et malgré ça, l'Afrique, c'est un continent qui est jeune. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de gens en Afrique en termes de proportion, qui fait peur des fois en dehors de l'Afrique, mais qui, pour moi, est une chance. Parce que ça peut permettre à l'Afrique de trouver son propre chemin, qui sera différent des chemins que d'autres continents ont pu prendre pour en être là où elles sont. Donc aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des modèles qu'on a, donc le modèle occidental, le modèle, si on prend l'asiatique, mais disons japonais, tous ces modèles-là sont aujourd'hui un peu, disons, à bout de souffle. Du fait qu'il y a beaucoup de choses à créer et beaucoup de choses à faire en Afrique, je pense que c'est une chance de pouvoir s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs, qui a bien marché, de combiner ça avec les valeurs africaines
avec la manière africaine de faire et du coup de proposer un nouveau modèle qui serait un modèle africain de développement. Proposer une voie africaine finalement. Une voie africaine, voilà. Ouais, super. Et finalement, qu'est-ce que nous, au jour le jour, on pourrait faire? Parce que on veut soutenir du coup ce mouvement. Est-ce qu'il y a une action concrète qu'on pourrait, que les Africains, ou des personnes en général, pourraient poser pour soutenir ce mouvement-là de l'avant, quoi? Alors, on peut faire plusieurs choses. Alors, nous, j'imagine, vous pensez à la diaspora, j'imagine? Oui, par exemple, oui. Oui. On peut faire par classe, là. On peut commencer par la diaspora, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Je pense que le mouvement viendra d'Afrique. Donc, c'est plutôt le mouvement viendra d'Afrique. Nous, tout ce que la diaspora pourra faire, c'est peut-être aider quand elle pourra aider. On a des parents qui sont au pays, donc qui ont peut-être des projets, qui ont des idées. Donc, si on peut les aider, de même qu'eux aussi, ils nous aident. Hein. Lorsqu'on a des projets ici, c'est une entraide, les aider dans ce sens-là. Soutenir le local finalement, soutenir les entreprises africaines, soutenir pas forcément tout le temps dire que c'est le modèle d'ailleurs qui marche bien, le modèle occidental qui marche bien, soutenir nos frères qui portent des entreprises, des projets, des idées, etc. quoi, finalement. Oui, c'est ça. Et encore, comme je disais, je pense vraiment que nous, on soutiendra quand on pourra, mais vraiment, ça viendra de l'Afrique, de l'Afrique elle-même. Voilà, ça veut dire que on aura plus confiance, les Africains auront plus confiance en leurs frères ou sœurs africains, que lorsqu'il y aura des marchés, par exemple, qu'on va essayer d'aider des entreprises qui sont déjà en Afrique, qui sont bien développées. On va d'abord penser à ces entreprises-là avant de penser à des entreprises étrangères en pensant qu'elles pourront mieux résoudre ou mieux faire, mieux résoudre les problèmes. Donc voilà, je pense qu'il y a, une fois qu'on aura cette prise de conscience-là, une fois aussi que la jeunesse africaine, je veux dire, aura aussi les dirigeants qu'elle mérite, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire sur certains dirigeants, heureusement pas tous. Je pense que les choses pourront aller très vite en Afrique. Ce sera juste une question d'avoir les bonnes personnes qui pourront insuffler une dynamique au pays africain. Salvatrice. Nickel. Et juste un point aussi, on parle depuis tout à l'heure de l'Afrique. Bon, au début, ça me gênait lorsqu'on parle de l'Afrique de cette manière-là, comme une grande masse, parce que l'Afrique, c'est un continent qui est très grand. Donc, même si on parle de l'Afrique, il y a beaucoup de différences en Afrique, différences entre les pays. Les différences ne nous opposent pas, évidemment, ça nous rend plus riches. Je suis panafricaniste, donc je pense effectivement qu'il y a une unité africaine à avoir entre les pays. Mais généralement, le regard qu'on peut porter en Afrique lorsqu'on est en Europe, et c'est ce que j'ai vu lorsque je suis arrivé, c'est qu'on voit l'Afrique comme un grand pays. On m'a déjà demandé est-ce que je parlais l'africain. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais voilà. Est-ce que vous parlez africain? Voilà. Ça n'existe pas le voilà. Donc c'est un groupe de pays qui sont différents, qui ont des histoires qui sont communes. Mais voilà, il y a aussi des spécificités et c'est important, je pense, de révéler ça. Et dire qu'il y a beaucoup d'histoires en Afrique différentes et beaucoup d'énergie qui peuvent donc donner quelque chose d'intéressant. L'union fait la force, quoi. Exactement. Nickel. Maintenant, nous allons passer à un autre volet. Donc maintenant, j'aimerais qu'on parle des défis que toi, aujourd'hui, tu identifies, les défis que l'Afrique doit surmonter pour aller de l'avant. Alors, je pense qu'il y a plusieurs défis que l'Afrique doit surmonter, mais pas que l'Afrique. Tous les continents, aujourd'hui, ont leurs propres défis à surmonter. En ce qui concerne l'Afrique, moi, un point qui me tient à cœur, c'est l'éducation. L'accès à l'éducation au plus grand nombre et aussi la qualité de l'éducation qui est fournie à ce plus grand nombre-là. Je pense vraiment que c'est le premier défi que nous devons relever dans nos pays africains. Un autre défi qui est tout aussi important, c'est la décolonisation de l'esprit, si je puis dire ça. C'est tout ce qui permettra, comme on le disait il y a quelques minutes, aux Africains de mieux connaître leur histoire, de tirer une fierté importante de notre histoire et aussi d'avoir du coup un rapport totalement décomplexé au monde et voilà, porter vraiment la voix africaine à travers le monde. Ouais, tout à fait.
Tout à fait. Proposer une voix africaine au monde. Je le redis tout le temps parce qu'elle est belle cette phrase, c'est vraiment proposer une voix africaine au monde, quoi. Et dire que c'est pas forcément en Occident l'Eldorado, c'est pas forcément aux États-Unis, ça peut être aussi en Afrique chez nous, quoi, que notre Eldorado se trouve, quoi, finalement. Bien sûr. De toute façon, je pense qu'il n'y aura pas de copier-coller. Ce qui a marché en Occident a marché en Occident à cause d'un certain contexte historique, à cause de phénomènes qui avaient leur logique dans le monde occidental. En Afrique, on a une autre réalité, une autre manière de voir les choses, donc on ne pourra pas faire un copier-coller. Il faut qu'on trouve notre voie de développement. Comme vous le disiez très bien, l'Eldorado n'est pas ailleurs. Voilà, il n'y a pas d'Eldorado. Il faut essayer de transformer là où on est pour vivre mieux. D'ailleurs, c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'il y a quelques années, avec des amis, on avait voulu créer une association contre l'émigration clandestine. C'était une période où on était, il y a à peu près 10 ans, une période où on entendait tout le temps à la télé qu'il y avait des pirogues qui avaient quitté le Sénégal pour traverser la mer. Et on s'était dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, naïvement, on s'est dit qu'on allait essayer de mener des actions pour faire des sensibilisations, mais très rapidement, on s'est rendu compte que c'était totalement utopique. Les gens qui décident de quitter leur pays, leur famille, pour aller en Europe, ont des raisons tellement profondes que ce n'est pas juste en allant les voir et en leur parlant qu'ils vont arrêter leur projet et changer d'avis. Donc, l'objectif, c'était de pouvoir peut-être mener des projets sur place pour aider certaines personnes. Évidemment, c'était beaucoup trop ambitieux. Pour nous, on n'était pas du tout dimensionné. Donc, on n'a pas réussi à le faire. Finalement, ce qu'on a essayé de faire modestement à la hauteur de nos moyens, c'était de se focaliser sur l'éducation, dont on parlait tout à l'heure. On avait donc une association qui essayait de trouver des financements ici à travers des actions, des événements. Et avec ça, on essayait d'améliorer la vie de certains écoliers qui étaient au Sénégal. Donc voilà, je pense que avec ces deux points-là, l'éducation, la décolonisation de l'esprit, ce sont les deux gros défis que l'Afrique a. Et je pense que ça a commencé. Je pense que c'est un processus qui a commencé depuis plusieurs années. Il faudrait juste qu'on puisse aller plus vite et plus loin dans ce processus-là. Super. Louis, quel est le message que tu aimerais faire passer à la jeunesse africaine? Alors, ce serait un message d'ouverture, s'ouvrir au reste du monde, tout en, bien sûr, ayant des racines bien ancrées dans le continent, donc en sachant d'où elle vient, s'ouvrir au reste du monde. Ça passe par l'information, être très informé, savoir ce qui se passe partout. Et aussi, le message serait que la jeunesse africaine fasse tout pour avoir les dirigeants qu'elle mérite. D'accord. Et pouvoir voter, donc, parce que voilà, à un moment, il faut parler politique, voter démocratiquement pour des gens qui vont vraiment faire avancer les sujets sociétaux en Afrique. Donc voilà, le message que j'ai. Nickel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Table de Liberté te remercie d'avoir pris le temps de venir nous voir. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'était un plaisir. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.